Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Et ce matin, on va parler d'un sujet vraiment important, même pour tout le secteur du nord du lac. On va parler du régime forestier, entre autres de l'abandon du projet de loi 97 par le gouvernement du Québec. Et pour en parler, des gens extraordinaires, j'ai Yannick Barrière-Jean. Bonjour Yannick. Bonjour. Préfet de la MRC Domaine du Roi, qui entame son 3e mandat. Oui. Félicitations pour Merci. ta réélection. Qui est aussi président d'Alliance Forêt-Boréale. Tout à fait. Dont on parlera sûrement aujourd'hui aussi. Et Éric Bernier, vice-président foresterie pour le groupe Rémabec. Bonjour. C'est ça. Bon. Ça va bien? Oui, bien oui. Oui. Donc, on va parler du projet de loi 97, mais avant de rentrer dans le projet de loi et des conséquences de son abandon, c'est quoi l'état du territoire forestier en ce moment, là? Comment ça se passe? Ben, je dirais, là, présentement, c'est la tempête parfaite. Là. Ouais. Honnêtement, là, ce qu'on vit, là, moi, ça fait 26 ans, c'est ça, je suis pour le groupe Rémabec, là, puis j'ai rarement vu, c'est ça, une tempête comme on a là. C'est sûr et certain que il y a des éléments, c'est ça, qui viennent de notre voisin du Sud. C'est oui, sûr et ben certain qu'on a passé là, hein? des taux là, incroyable au niveau de la taxation, ça tout. Donc là, maintenant, on frise le 45. Tantôt, il parle peut-être d'un autre 10 %. Donc, c'est des éléments... Il n'y a pas d'entreprise qui peut supporter ça. Fait que là, on est connecté avec les ventes. Fait qu'on va voir un petit peu comment ça... On va orienter nos décisions par rapport à ça. Mais je regarde, on n'a pas eu le choix. On a dû faire des arrêts de production. C'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ces arrêts-là, mais il fallait se recalibrer au niveau des ventes. Oui, parce que c'est essentiel, là, l'industrie forestière dans notre secteur. Oui. C'est plus qu'essentiel, c'est vital. Ben, en fait, c'est la première économie. Ben oui. C'est la première économie. On parle de Maria-Chapdelaine, mais de toute la région, Oui, bien évidemment. Ce qu'on entend actuellement, c'est que cette crise-là se rapproche beaucoup de celle de 2008. Là. Fait que si on se rappelle de ce qui s'est passé dans les années 2008, on dit toujours que l'industrie est en crise, ça fait 20 ans. On n'a pas tort vraiment là, quand on dit ça. On avait tout le régime forestier qui était en place, qui amenait beaucoup de contraintes. Puis c'est pour ça qu'on avait demandé justement d'ouvrir le projet de loi puis d'apporter des modifications. Fait que c'est clair que tout ce qui se passe actuellement, oui, il y a du contextuel, mais il y a du conjoncturel, puis il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites justement pour pallier un peu à ça. Ouais. Mais il y a tellement d'éléments, comme M. Bernier vient de le mentionner. On parle des tarifs, on parle du régime forestier, on parle des tarifs douaniers qui sont déjà en place. Là. La loi anti-dumping qui fait mal aussi actuellement. Les marchés sont inondés actuellement. Il y a beaucoup, beaucoup de contraintes actuellement, puis il y a beaucoup d'éléments qui viennent former cette crise-là. Puis dans notre secteur, c'est complexe aussi parce que si, par exemple, une usine de 300 personnes ferme à Montréal, c'est triste pour les travailleurs, mais l'impact sur Montréal va être minime. Mais ici, si on ferme, je sais pas moi, l'usine à Saint-Thomas, ben c'est le village qui est en danger. Ben oui, puis je pense, M. Barrière-Jean l'a mentionné, c'est la première économie. C'est la première économie du Québec. La deuxième, excusez, parce qu'on a l'agriculture, il y a 60 000, mais tout près, on est à 57 000. Okay. Mais après ça, quand on parle, après ça, tu te baisses à l'aluminium, l'acier, puis ça, tout, c'est beaucoup moins de travailleurs. Tandis qu'ici, on le voit, autour du lac, on a des usines un peu partout. Donc, c'est drastique quand il y a des fermetures, quand les marchés sont dans cet état-là. Ben, c'est toute la population qui en souffre. Je veux dire, c'est des gens qui dépensent moins. Quand on a fait des arrêts, ben, ces gens-là, en étant à l'arrêt, ben, ils veulent pas, ils diminuent leur budget aussi de leur côté. Ou ils vont voir ailleurs. Ou ils vont voir ailleurs. Tantôt, on sait que la pénurie de main-d'œuvre est importante. Fait que, c'est pour ça qu'on essaie de faire les arrêts les plus intelligents possibles pour être capable, c'est ça, de pouvoir remettre la switch on, comme on dit. Quand garder l'expertise de ta gamme. Hein? Tout à fait. Vous avez mentionné l'impact que ça avait quand on fermait une usine du côté de Montréal. Puis j'avais eu cette discussion-là il y a quelques années déjà avec l'ancien président de l'UMQ, M. Danfous, qui était maire de Varennes. Puis il essayait de comprendre pourquoi c'était si important que ça pour nous en région, l'industrie forestière. J'ai dit, si je perds 10 % de mon économie ou 15 % de mon économie de la MRC Domaine du Roi, j'ai dit, ça va être catastrophique. J'ai dit, si tu perds 10 % de ton économie chez vous, c'est comme si ça n'a aucune importance. Ouais. Il dit, on en a tellement chez nous, là. Okay. Il dit, on en a tellement, puis il dit, on en a tellement qui veulent venir s'implanter dans notre secteur, qu'il dit, ce 10-15 % là nous fait pas mal. Il dit, c'est là la grosse différence avec les milieux ruraux. C'est que nous, 10-15 %, c'est énorme. Fait qu'il faudrait revenir à une espèce de mode de gestion moins centralisateur puis plus décentralisé pour qu'il y ait une espèce de respect du territoire puis de la géographie, là. Non? Je sais pas. Ben, moi, je pense que oui. Tôt ou tard, ça va s'en aller là. Puis c'était débuté. Il y avait des consultations, c'est ça, dans ce sens-là. Puis je pense que tous les gens veulent cet élément-là. On en parlera tout à l'heure, du projet de loi 97, mais on reviendra.
Mais je fais juste du pouce par rapport aux emplois. C'est sûr et certain, tu sais, que ces emplois-là, en plus, c'est des emplois qui sont très bien rémunérés. Oui. Fait que c'est pour ça, les gens, il y a beaucoup de parafiscal, c'est ça associé, mettons, à l'impôt qui est payé, puis ça, tout. Fait que c'est tout à prendre en considération, cet élément-là, tu sais, quand il y a des fermetures, mettons, au niveau des différents villages. Tu sais, souvent, c'est mono-industriel, tu sais, fait que ça affecte beaucoup le tissu social. Fait que si on veut mesurer l'impact, là, puis pour donner un chiffre, là, pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, en masse salariale, l'industrie forestière, là, c'est 900 millions annuellement. Hey, c'est beaucoup d'argent. Fait que si on enlève 10-15 %, on vient de perdre 100 millions. Là. Pour la région, c'est énorme. Là. Puis les gens font moins d'argent, payent moins d'impôts, payent moins de taxes, dépensent moins. Donc, c'est tout ça qui tourne. Donc, si on voulait un nouveau régime, donc c'est pour ça qu'on avait fait le projet de loi 97, pour avoir un nouveau régime forestier. Donc, lui, présentement, qu'on a, là, qu'on revient à ça, j'imagine, là, si on en abandonnait ce projet-là, en quoi il fonctionne pas? Les 12 travaux d'Astérix. Oui. Non, mais tu sais, pour que les gens comprennent, là. Oui. Ah oui, c'est un peu la maison des fous là, dans Astérix, là, sincèrement, puis Éric sera en mesure d'en parler beaucoup plus que moi, là, mais tout ce qu'on entend puis ce qu'on sait, c'est contrainte par-dessus contrainte. Au fil des ans, là, il a été mis en place. Quand il a été mis en place, la volonté était bonne. Okay. Mais au fil des ans, on a ajouté des contraintes sans mesurer l'impact que ça avait au bout de la ligne. Fait qu'au lieu de dire, si j'ajoute cette contrainte-là, qu'est-ce que ça amène comme impact? Qu'est-ce que ça amène comme profit ou dividende? Ce calcul-là n'a pas été fait. On a juste ajouté des impacts puis des contraintes. À un moment donné, tu n'es plus capable de travailler, tu n'es plus capable d'avancer. C'est ça un peu qui les motive justement à vouloir avoir un nouveau régime forestier. Dire, on peut-tu avoir quelque chose qui est moins complexe un peu? Là? Ouais. Nous autres, on est des investisseurs. Fait que veut pas, on veut investir, mais on veut investir quand l'environnement n'est pas toxique. Ben oui. Mais là, présentement, l'environnement est tellement toxique, on s'est dégradé énormément. Puis nous autres, veut pas, on compétitionne aussi entre les provinces. Ben oui. Fait que si on regarde la province de l'Ontario, il y a beaucoup, il y a de l'écoute. On sent qu'il y a de l'écoute. Tandis qu'ici, au niveau du gouvernement du Québec, le mot forêt, là, il n'est jamais prononcé. Fait que ça, pour nous, on comprend pas ça. Pourtant, on est une ressource qui est renouvelable. On a un matériau qui est noble, ça, tout, qu'on devrait expliquer si on l'aménage bien, puis ça, tout, ben, il est pérenne, ça, tout. Oui. On l'a fait avec l'eau. L'eau, on sent, puis c'est une grande fierté qu'on a ici au Québec, l'eau, ça, tout. Ben, pourquoi qu'on pourrait pas avoir la même chose au niveau de la forêt, puis être fier de notre travail par rapport à ça? C'est comme un drôle de rapport, par exemple, entre l'industrie forestière, puis on compare ça avec l'industrie automobile ou avec d'autres, l'industrie de l'acier. Pourquoi c'est l'enfant pauvre, le milieu forestier? C'est dur à expliquer. Je vous dirais que, puis on a toujours cette tendance-là à essayer de faire comprendre aux gens plus des grands centres. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est vraiment l'industrie forestière? Qu'est-ce que c'est vraiment les communautés forestières? Mais notre message, là, il traverse rarement le Parc de Québec. Bien, c'est parce que les gens qui vivent en ville depuis toujours, c'est sûr que c'est dur de comprendre que la réalité est différente. Puis effectivement, je fais du pouce un peu là-dessus. C'est sûr et certain qu'à date, il y a comme un clivage. C'est ce qu'on voit, il y a vraiment un clivage, surtout entre les régions, puis Québec, Montréal. Puis les gens, c'est ça qui sont sur le territoire, ben, ils l'utilisent, mais les autres aussi, les gens de Québec, Montréal viennent beaucoup plus des fois pour la villégiature. Fait que, ça apporte des fois d'autres sortes d'autres visions, ça, peut-être. C'est sûr et certain que ça, il faut travailler cet élément-là. Peut-être qu'on s'est mal vendu aussi. Ça, peut-être. C'est clair. Mais peut-être aussi qu'à un moment donné, les gouvernements devraient aussi peut-être nommer un ministre de la Forêt qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis qui comprend le territoire. Tu sais, des fois, je voyais ça, là, les ministres délégués aux régions ou les ressources naturelles qui sont tous à Montréal. Je fais, c'est quoi leur réelle compréhension du territoire? Tu sais, quand il y a des gens qui sont là, qui sont sur le terrain, qui comprennent ces communautés-là, je pense que ça pourrait déjà être un coup de pouce intéressant. Qui viennent d'un grand centre, c'est tel que tel. Moi, c'est souvent l'historique de la personne. Ouais, OK. Tu sais, à partir du moment que la personne a eu, je sais pas moi, a fait partie de cette communauté-là ou elle a vécu, des fois, tu te dis, ben, on a peut-être une chance. OK. Aujourd'hui, je suis pas sûr que c'est le cas. Ouais. Avec le nouveau ministre en place, aujourd'hui, je suis pas sûr que c'est le cas. Puis, tu sais, toute la même équipe est restée toute en place, là. Puis, on regarde au niveau des sous-ministres, c'est toutes des bonnes personnes, là, ça, ont des bons curriculum vitae. Mais je veux dire, quand tu regardes ces gens-là, t'as pas de forestier. Moi, je suis ingénieur forestier. Ben je veux dire, c'est ma vie, c'est ça, d'être dans la forêt puis de vivre dans la forêt. Fait que, tu sais, effectivement, tu sais, quand on arrive à des enjeux, puis ça, ben, des fois, ces gens-là peuvent être un petit peu, des fois, déconnectés parce que, justement, tu sais, ils n'ont pas connu ce background-là. Fait que je suis comme un peu Yannick. Je pense qu'effectivement, tu sais, c'est d'avoir des personnes, c'est ça, qui ont été
enracinés là-dedans, puis qui connaissent un petit peu ça, puis que justement, on va être capable d'échanger puis de bâtir des... Puis, il est où le problème? Parce que j'ai l'impression que ça fait, je sais plus combien d'années qu'on consulte, qu'on en parle, puis on a l'impression qu'il se passe rien. Puis là, on arrive à quelque chose, on l'abandonne. Fait que là, il faut repartir là, à zéro. Mais là, on perd du temps, on perd de l'argent collectivement. Je vais être peut-être assez drastique, mais le problème, je pense, c'est un problème politique qu'on a eu. Okay. Sur ce plan, sur le projet de loi 97, là, tout particulièrement, là, ça a été un problème politique. Moi, je pense qu'on a voulu ménager la chèvre puis le chou. On a voulu aller chercher des votes dans les grands centres. Ouais. Sincèrement, je pense qu'il n'y avait pas de volonté à supporter les communautés forestières, comme il le disait. Puis, ça se traduit dans ses discours, ça se traduit dans leurs attitudes. Sincèrement, là, moi, j'y crois plus aujourd'hui. C'est clair. Mais moi, je pense, tu sais, tantôt, c'est ça, on n'aura pas le choix. Tout le monde veut quelque chose. La nature a horreur du vide. Hein? Fait que c'est sûr, tu sais, on parle avec les syndicats, ces gens-là, c'est ça, demandent aussi ces changements-là. On parle avec les gens d'ISEC, les pourvoiries, les gens des MRC, les groupes environnementaux. Les gens, c'est ça, veulent qu'il y ait du changement. Fait que tôt ou tard, on n'aura pas le choix de s'adresser puis de se faire une table. C'était bien parti. Il y avait quand même un bel exercice qui avait été fait à l'époque. Vous sentiez qu'il y avait de l'écoute, là. On avait été consultés, on a participé de bonne foi à ces rencontres-là. Puis là, des fois, moi, j'étais un peu cynique. Puis, tu sais, je me disais, ben là, tu sais, ça fait 2 fois, 3 fois. Mais là, j'ai dit, ça doit être la bonne. Ça doit être vraiment la bonne. Puis j'étais vraiment sincère dans tout ça. Puis après ça, ben, quand on arrive, ça, puis là, on se fait dire, ben non, vous allez devoir signer des agréments de confidentialité. On divise les gens, on rend... Tu sais, il aurait dû partir de ces consultations-là qu'on a faites, puis réunir l'ensemble de tous les acteurs, de dire, ben regardez, là, on ferme la porte, là, puis on va la trouver, on se parle, puis on va la trouver, la solution. Les gens là, sont en mode solution. On est présentement, nous autres, les industriels, on est prêts à ces solutions-là. Notre environnement d'affaires, comme je vous disais tout à l'heure, on veut que l'environnement d'affaires soit plus toxique. Fait que si on veut un environnement, on n'a plus le choix. C'est plus rien que quelque chose associé à une industrie. C'est un projet de société. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut voir la forêt comme un projet de société. Fait que ça prend l'ensemble des utilisateurs. Tout le monde veut être autour du volant puis tenir le volant. Fait que, ça fait des années qu'on dit au gouvernement, c'est quoi le plan pour la foresterie au Québec? Vous avez un plan pour électrifier le Québec, vous avez un plan pour l'aluminium. C'est quoi votre plan pour la foresterie? Il n'y en a pas de plan pour la foresterie. Puis c'est un des plus gros portefeuilles économiques et écologiques du Québec. C'est une ressource renouvelable. Pourquoi vous vous en servez pas? Tu sais, parce que Claude Villeneuve disait toujours, jamais ce que Claude disait, il disait, couper un arbre, c'est catastrophique pour l'arbre, mais pas pour la forêt. Fait que c'est ça qu'il faut prendre en considération. C'est un ensemble. Puis ce qu'on fait là, depuis plusieurs années, oui, il y a eu des choses qui sont faites dans le passé qui n'avaient aucun sens. Mais aujourd'hui, la Commission Coulomb a mis ça à jour. Tu sais, quoi qu'on en dise, là, Erreur boréale a fait ressortir des choses, puis c'est correct. Mais aujourd'hui, les pratiques se sont améliorées. Puis moi, je dis souvent, on ne fait pas de la foresterie comme il y a 20 ans. Et dans 20 ans, là, on ne la fait pas comme on la fait aujourd'hui. Donc, faut se donner cette chance-là d'évoluer, ce que le gouvernement n'a pas été capable de faire. Puis les gens ont parlé de consultation tantôt, là. Il y en a beaucoup de groupes qui ont dit, on n'a pas été consultés. C'est pas vrai. Ce qui n'a pas été fait, vous n'avez peut-être pas été écouté. C'est pas pareil. Être consulté et écouté, c'est deux choses. Parce qu'on ne peut pas tous décider. Non. Il faut que quelqu'un, à un moment donné, prenne la décision. Il tranche à un moment donné. Il ne peut pas tout prendre. Ça, je comprends ça. Puis il y a des choses que nous, qui n'ont pas été acceptées de notre côté. Il y a des choses qui n'ont pas été acceptées de d'autres groupes. Mais on a été consultés. C'est quoi? Ça faisait 20 mois qu'on travaillait là-dessus. Là. Ça fait aucun sens. Mais pourquoi on l'abandonne au bout du compte, cette consultation-là, pour qu'on décide de repartir à zéro? Moi, c'est le contexte politique. Je suis convaincu que c'est ça. Moi, c'est la même chose. Tu sais, je veux dire, ça pas de bon sens d'avoir mis toutes ces énergies-là, rencontrer tous ces groupes-là pour arriver demain matin puis jeter et tout ça avec l'eau du bain puis jeter le bébé puis ça. Moi, je le comprends pas. Puis je pense qu'on est capable de repartir, pas du début. Je pense qu'on est capable de leur moduler. Mais il s'agit juste d'avoir du leadership, puis il faut que ça vienne, c'est ça, du gouvernement, de dire, regardez, c'est important, effectivement, c'est un gros portefeuille au niveau de l'économie, puis demain matin, ben comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en place, cette nouvelle bébite-là? Ben, on se réunit, puis on fait de la concertation. Le pire, là, dans tout ça, c'est que la ministre qui était en place était prête à aller au bout. Elle s'est fait frapper dessus là, pendant tout le processus, là, puis elle a dit, j'abandonne pas, on va passer au travers, on va le mettre à jour. Puis il s'en est débarrassé. Sincèrement, je n'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Moi non plus, je comprenais pas. Il y a des choses à l'interne qui se sont passées, c'est clair. Là. Mais je pense vraiment, puis
je dis ça aujourd'hui, mais le jour 1 qui a été nommé, j'aurais pas dit ça. Oui, c'est correct. Quand ils l'ont nommé, ça a été la 30e ministre qu'ils ont nommé. J'ai dit, non, et, on la connaissait même pas ni d'Adam ni d'Ève. Puis au fil du temps, elle avait une capacité d'adaptation hyper rapide. Elle s'est impliquée beaucoup dans la démarche. Elle a fait beaucoup de promotions. Elle est venue nous rencontrer à plusieurs reprises. Elle nous demandait souvent de l'information. Puis, tu sais, on avait un excellent lien avec elle. Puis, tous les groupes avaient un bon lien avec elle. Malgré tout ce qui se disait, là, tous les groupes étaient capables de discuter avec elle. Je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Mais effectivement, ça, cet élément-là, c'est triste, c'est dommage, parce qu'effectivement, elle s'est transformée. En 4 ans, la première, je me rappelle, il avait quasiment rentré dans l'usine pour dire, regarde, tu lis ton texte, puis elle ne maîtrisait pas. Puis c'est technique, là, ce qu'on fait comme travail. C'est très technique. Puis il y a un vocabulaire, tout ça, puis tout. Puis on le voit, nous autres, quand on a des tabgirs, tout ça, puis tout, on a d'autres gens qui viennent, puis des fois, ça peut prendre 2-3 rencontres juste avant qu'on comprenne tout le vocable forestier. Puis peut-être pour ça aussi, des fois, qu'on a de la misère à passer nos idées, parce que justement, il y a beaucoup trop de techniques des fois. Vulgariser, c'est difficile. C'est extrêmement difficile, surtout quand tu es tout le temps dans ce monde-là, où tu utilises ce vocabulaire-là. Fait qu'à un moment donné, c'est le transfert. Dans le dossier, en fait, du régime forestier, puis peut-être que je me trompe, mais moi, j'ai l'impression, qu'on met beaucoup en porte-à-faux l'industrie forestière, les premiers peuples, les mouvements environnementaux. Mais selon moi, pour que ça soit gagnant, il faut juste que le monde travaille ensemble et se parle avant. Est-ce que ça s'est fait ou... Tout à fait. Ben, déjà, il y a des... Mais tu sais, je veux dire, ça a été fait en silo. Ouais. Ça a été fait en silo. Chaque groupe a été rencontré, puis on était rendu à l'étape de mettre tous ces gens-là ensemble. Fait que là, nous, on démarre des processus, ça, puis c'est sûr et certain que les premiers peuples, c'est la première tuile à placer, puis ça, parce que c'est des incontournables. C'est sûr et certain, c'est des incontournables, puis nous, on est prêts à travailler avec ces gens-là. Fait que là, on a commencé certaines discussions, certains partenariats aussi. On veut bâtir des partenariats solides avec ces communautés-là, puis on pense que justement, si on met ça en place, on va avoir un environnement d'affaires qui va être beaucoup plus stable, ça, puis qu'on va être capable de bâtir des choses. Pour eux autres, ça va être plus stable aussi. Ben oui. Oui, mais il n'y a pas aussi la problématique, tu sais, par exemple, là, du conseil de bande via les chefs traditionnels, là. C'est clair que la dynamique politique... Il y a quelque chose aussi qui est difficile à comprendre pour nous, parce que culturellement, c'est... c'est ça. Puis la dynamique politique des Premières Nations est un peu plus complexe. Ouais. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est 42 chefs de nation au Québec. Chacun a des idées différentes, chacun a un processus différent. Oui, on parle souvent des premiers peuples, mais c'est 11 communautés qui sont très différentes. Ça, c'est extrêmement différent. Souvent, les gardiens de territoire ne reconnaissent pas l'autorité des conseils de bande. Les conseils de bande ne reconnaissent pas nécessairement les gardiens. Il y a une dynamique politique qui est hyper complexe, je pense qu'ils sont en train d'essayer de le régler. Avec l'avenue du nouveau chef, du grand chef Francis Veropol, je pense qu'il y a une démarche qui est entamée. Je sais que du côté de nous, de Mastaillage, on a beaucoup de discussions avec eux. On est partenaires dans plusieurs projets avec Mastaillage. Puis, on a une excellente entente avec eux. Eux ont entamé des discussions avec le gardien de territoire pour voir comment qu'on pourrait travailler ensemble, justement, sur... Puis c'est pas juste sur les domaines forestiers, c'est sur l'ensemble des domaines. Du territoire, parce que, tu sais, on parle de la foresterie, mais on a des projets éoliens qui vont les impacter. C'est clair que ça, il va falloir avoir des discussions avec eux. Ça va être quoi? Parce que eux, souvent, ce qu'ils prônent, la problématique qu'ils voient, c'est pas nécessairement l'industrie forestière, mais c'est le cumul des impacts. C'est que j'ai de la pêche, j'ai de la chasse, j'ai de l'industrie forestière, là, je vais avoir des éoliennes, j'ai des chemins forestiers, j'ai motoneige, VTT. Oui, il faut qu'ils réorganisent leur territoire eux aussi. Ben oui, c'est ça. Non, je pense qu'ils ont des devoirs eux autres aussi, à se structurer. Nous autres, on le voit, chaque secteur, il faut savoir qu'avant d'intervenir dans les secteurs, il y a de l'harmonisation qui s'effectue. Il y a de l'harmonisation d'usage, que c'est le ministère, le type de coupe où il est, puis quel genre de coupe. Mais il y a aussi de l'harmonisation opérationnelle. Quand est-ce qu'on va y aller? Comment on va y aller? Avec quel type de machine on va y aller? Mais à partir du moment où tu sais quel est ton interlocuteur, tu es capable, c'est ça, d'aller le rencontrer. Nous autres, auparavant, quand on s'occupait à l'entièreté du territoire, tous ces gens-là, on les fréquentait. On connaissait chaque personne qui était derrière chaque arbre. On était capable de le nommer, puis on faisait affaire avec ces gens-là. Tandis que là, maintenant, on arrive dans des structures. Puis là, il y a la QPNL, après ça, il y a les conseils de bande, il y a les gardiens du territoire. Nous autres, on ne demande pas mieux de rencontrer tous ces gens-là. Mais il faut connaître la structure avec qui puis avec quel intervenant on peut faire. Parce que ça diminue le rapport humain pour des rapports administratifs. Et ça, c'est jamais plaisant. Non, puis auparavant, on était
sur le terrain. La foresterie s'effectuait sur le terrain, on était près des gens, pis ça, pis tout. Donc, on était capable de savoir, ben, pour ce monsieur-là, ce boulot-là, lui, est important pour son chalet. L'autre, je sais pas, bon, il y a une plante médicinale à tel endroit. On connaissait le territoire, on faisait partie prenante, on était proche de ces gens-là. Parce qu'il y avait des dialogues. Il y avait des dialogues, puis c'était pas des gens, mettons, au central, c'est ça qui dictait des règles. On élaborait ces règles-là directement avec les gens sur le terrain. Ben, c'est ça qui nous manque aujourd'hui, de revenir au terrain. C'est triste parce que ce principe-là, le principe de subsidiarité, de faire confiance aux gens sur le terrain, je veux dire, il est reconnu par notre Constitution, mais on dirait qu'on ne l'applique jamais, tu sais. Puis, je veux parler aussi des groupes environnementaux parce que, bon, l'urgence climatique, même si c'est souvent balayé sous le tapis, ça existe, c'est assez complexe, il faut en tenir compte, puis dans un milieu comme l'industrie forestière, je pense. Mais des fois, ils peuvent être intenses aussi, puis non, mais... C'est correct. Ben oui, c'est correct, je pense qu'il faut parler, parce que d'un côté, je comprends le travailleur forestier qui veut pas perdre sa job, mais de l'autre côté, je comprends le jeune qui veut pas perdre son territoire. On peut pas le faire n'importe comment. Non, c'est ça. Mais comment ça se passe, les rapports avec les groupes environnementaux? Ben, nous autres aussi, on veut une pérennité. Ben oui, c'est ça. Demain matin, moi, je vous disais tout à l'heure, là, on a la pérennité de l'eau, ben, ça revient, ben, c'est la même chose. Là. Une forêt qu'on aménage, elle va revenir, puis ça, tout, elle va être dans le temps. Puis moi, c'est un héritage que je veux laisser à mes enfants, à mes petits-enfants. Puis il y a pas un forestier que demain matin, il veut rentrer dans une forêt, puis, tu sais, pas qu'à se régénérer pas. Juste ça pour s'en aller. C'est dans notre ADN, ça fait partie, c'est le matériel avec lequel on fait virer notre industrie. Si demain matin, on rend pas ça pérenne, ben, on va avoir des problématiques. Parce que ça reste une ressource renouvelable, la forêt. C'est juste un peu plus long que d'autres, mais ça se renouvelle pas mal plus vite que le pétrole. C'est comme un jardin. C'est sûr et certain qu'on arrive au printemps, ben, il est noir, pis ça, pis tout, puis on l'aime pas trop. Puis après ça, ben, dans l'été, puis les petites pousses commencent à verdir, pis ça, pis tout. Juste l'espace-temps. L'espace-temps, c'est beaucoup plus grand. Ce qu'on fait, ben, ça va se répercuter sur 70, 100, 120 ans. Mais on parlait des groupes environnementaux, puis dans les tables de réflexion qu'on a faites là, partout au Québec, il y a eu des tables partout au Québec, puis il y a eu celle nationale, puis j'ai participé à celle régionale et celle nationale. Puis ça, sur quoi, des fois, on ne s'entendait pas d'habitude, on a réussi à s'entendre sur certains points avec les groupes environnementaux. Moi, on a eu cette discussion-là, on ne s'entendra pas sur tout. C'est correct, là, parce qu'eux ne s'entendent pas sur nos manières de faire, puis nous, je ne m'entends pas souvent sur eux, quelques manières à faire, mais on est tous pour la protection de notre territoire. On veut tous que ce territoire-là soit périn, que ce soit pour l'industrie forestière ou pour tout autre. C'est l'idée de négocier aussi, dans le sens où si je négocie avec toi, mais que tu restes ta position, je reste ma position, on négocie pas. Donc, à un moment donné, il faut être capable aussi de trouver des points de concordance. Non, tu sais, à la fin de la journée, on veut tous la même chose. On veut que nos enfants aient un futur. C'est tout. Que les gens puissent travailler dignement, puis que la forêt continue de vivre. Normalement, ben, on a mis une institution qui s'appelle le forestier en chef. Ben, normalement, c'est lui qui est censé faire les calculs, puis tantôt de s'assurer qu'on ne récolte uniquement les intérêts, puis on ne touche pas notre capital. Fait que, tu sais, veut pas, ben, tout à l'heure... Ça fonctionne bien que le forestier en chef? Oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. On aimerait des fois, c'est ça, tu sais, d'avoir plus de calculs rapidement, ça, tout, mais c'est toujours une question d'effectif. Tu sais, des fois, ça peut être un peu plus long, mettons, avant que l'information, on sorte. Des fois, on aimerait faire des itérations, puis d'obtenir regarde, si on ferait telle modulation, comment on pourrait... Ça se répercuterait, ça, peut-être. Des fois, ça, c'est un petit peu plus long. Mais c'est sûr et certain que de l'avoir réussi à Roberval, ça, peut-être, ben, tu sais, il y a quand même une proximité, puis il y a des échanges sont là. Un dossier épineux aussi qui est en lien avec ça reste le caribou forestier. Là, on parle d'environnement. Je veux pas m'étaler là-dessus, parce qu'on en a parlé, écoute, je sais plus combien ça fait d'années qu'on en parle. C'est quoi votre position là-dessus? Comment vous percevez ça? En fait, on parle beaucoup du caribou forestier, mais il va y avoir tout le processus aussi d'air protégé. Il va falloir rendre homogène avec la protection du caribou forestier, c'est clair. Parce que dans certains secteurs, le caribou forestier a réussi à survivre, puis même, il est productif. Oui, c'est ça. Dans d'autres secteurs, c'est pas le cas. Mais c'est clair qu'il va y avoir des zones de protection qui vont être mises en place pour le caribou forestier. Jusqu'à quelle mesure, jusqu'à quel point ce caribou forestier-là doit être protégé. À quel prix? Parce que on a parlé beaucoup des caribous en enclos, mais ça va avoir un effet pervers parce qu'à partir du moment où tu vas retirer cet enclos-là, est-ce qu'il va être combatif? Est-ce qu'il va être capable de vivre tout seul en forêt? Il y a plein de choses actuellement qui sont étudiées. Ça porte fruit pour les caribous en enclos actuellement. Il y a une bonne productivité. Il y a même des secteurs où il n'y a pratiquement pas d'aménagement forestier, où il y a une baisse du caribou forestier. Fait il y a beaucoup de choses à mettre en perspective. Il y a des secteurs, oui, qu'ils sont vraiment impactés, puis là, ça a un effet. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour, justement,
à s'assurer de, oui, protéger l'espèce, mais aussi protéger l'humain au travers de ça, parce que oui. faut quand même vivre aussi. Parce qu'autant l'humain que le Ben oui, c'est ça. l'animal, il aime la forêt, Ben oui, il la veulent, là. Tout à fait. Tout à fait, mais il y a des choses qui peuvent être mises en place. Puis on parlait dans la modernisation du régime forestier des zones prioritaires. À partir du moment où je rends une zone prioritaire forestière, je peux augmenter sa capacité de production. Donc, ça me permet d'aller protéger d'autres secteurs. Okay. C'était ça le principe de la triade. Oui, c'est d'être capable de dégager des secteurs à haute productivité pour conserver d'autres secteurs. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est plus facile d'aller décréter des projets d'air protégés, protéger le caribou forestier, des zones qui sont à risque. Ça, tu peux tout protéger ça à partir du moment où tu as ta zone d'intensité productive. Donc, ça avait du bon, ça. Fait que ça, avec ça, on pouvait venir placer nos pions par rapport à la protection. Puis là, ça aussi, c'est un autre dossier où j'ai l'impression que le gouvernement s'est traîné les pieds, ou je sais pas. Ça a été mal vendu. Ouais. Ça a été très mal expliqué. Tu sais, les gens, dès le départ, tu sais, ça aurait dû être recadré. Tu sais, les gens sont arrivés avec ce principe-là, parce qu'on m'a dit, dans le principe de la triade, c'est un très, très, très bon principe. Tu sais, je veux dire, t'as justement des aires d'intensification où justement tu vas faire de la foresterie pour augmenter la productivité de tes peuplements, mais en contrepartie, ben, c'est ça qui va te permettre de protéger. Mais si, là, les gens, ce qu'ils entendaient, c'est que cette aire-là allait être confiée à l'industrie, puis qu'il allait être sorti de cette forêt-là, il allait être obligé de vendre le chalet, il allait pas pu, on allait comme remettre une barrière, puis que les gens n'auraient pas pu utiliser ce territoire-là. Fait que ça a parti, là, au niveau des communications, puis les gens, on aurait dû recentrer cet élément-là. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, dans toute la vente de ce projet de loi-là, puis ça, peut-être, ça a été très, très, très mal fait au niveau des communications. Je dirais même plus, puis proche de moi, j'ai une de ma famille qui a vendu son chalet en pensant que l'industrie allait sortir de là. Pour vrai? OK. Donc, ça a été vraiment mal vulgarisé. Non, ça n'avait aucun sens. On ne viendra pas retirer des gens de la forêt. Ils sont déjà là. Oui. Le principe de la triade et de l'aménagement forestier prioritaire dit que dans certaines zones, on va faire de l'intensification, mais on peut aller à la pêche, on peut aller à la chasse, il peut y avoir des sentiers. On ne peut pas ajouter de villégiature, ça c'est clair, mais il faut que les gens qui utilisent ce territoire-là savent qu'à un moment donné, ils vont arriver et ça va être coupé. Ben oui. Il n'y aura plus rien. Mais on reboise, on réintensifie. Fait que, c'est pour ça que ça avait cette possibilité-là, justement, de créer ça. Mais ça aurait été difficile à mettre en place au Saguenay-Lac-Saint-Jean des zones de foresterie prioritaires, étant donné que le territoire est occupé quasiment à 95 %. Fait on n'aurait pas pu dire, tu sais, au Québec, ça se serait fait, puis on parlait de la triade, là. Les gens pensaient que c'était tiers, mais c'est pas nécessairement ça. Non. C'est 3 zones. C'est 3 zones. On aurait pu y aller avec, tu sais, on a des plantations de fait. Dans ces plantations-là, on veut que les rendements soient là. Fait que là, tu sais, on aurait pu faire de la micro-foresterie, tu sais, d'aller cibler ces éléments-là, de dire, ben, s'il y en a 10 ben, tabarouette, on va toujours bien commencer par ce 10 %-là. On le montrera peut-être à 12, mais ce qu'il faut savoir, ben, ce 10 %-là, tantôt, va nous permettre tantôt d'être capable d'en conserver ailleurs. C'est ça qui était l'objectif. On a le crayon vert, comme j'appelle tout le temps, que lui, ben, regarde, c'est pour la production, puis on a le crayon rouge. Mais on dirait que des fois, dans le crayon vert, il ne reste plus ben d'encre, puis le crayon rouge, ben, des X, on en fait en masse. Fait que là, ben, à un moment donné, c'est là que tu te dis, ben, comme investisseur, c'est quoi qui va nous rester tantôt, puis qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ces éléments-là. Puis on dirait, effectivement, Yannick l'a bien apporté. Tu sais, le territoire, il est tellement occupé aujourd'hui. Tu sais, on le voit, les gens sont contents de nous voir pour venir faire le chemin, changer la cavette, mettre le pont, ça, tout. Mais après ça, on dirait, regarde, non, il faudrait plus qu'il y ait plus rien. Mais tantôt, on le voit. Vous en avez entendu parler du côté du L200, du côté de Saguenay. Présentement, il y a une problématique. On a été arrêtés, nous, pendant 5 semaines du côté de l'Ascension. Le chemin entre Milo et l'Ascension, il n'a pas été gratté. C'est sûr qu'il y en a qui se sont fait shaker le dentier en se promenant en camionnette pour monter à leur camp. Puis là, c'était rien, c'était pas l'hiver. Mais on a vu des endroits où, justement, il y a eu des fermetures pendant l'hiver.
Il n'y a pas rien qui a été gratté. Les gens sont arrivés, puis ils ont rentré dans le banc de neige, puis le sapin de Noël, les cadeaux. Tu peux plus accéder. Fait que, tu sais, les gens, tu sais, ils voient pas ces éléments-là, tu sais, que l'industrie contribue, à tout ce réseau routier-là. Ben, c'est le développement normal aussi, là. Tu sais, dans une ville, il y en a plein des quartiers ici, là, où les personnes ont acheté, puis il n'y avait pas de voisins, puis aujourd'hui, ils sont d'un quartier avec plein de voisins. C'est la réalité, là. Tu peux pas être propriétaire de tout le territoire, puis de... OK. Hey, c'est vraiment intéressant. Restez avec nous, on prend une petite pause, on revient dans 1 minute. Manquez pas la suite. À tout de suite. Ça fermé. David n'est pas encore venu. Par contre, vous allez voir les images. Aujourd'hui, on a la chance de venir visiter le bistrot Péribonka et la crèmerie. Suivez-moi! On a beaucoup de chance aujourd'hui parce que le bistrot est fermé. Il ouvre vendredi le 27 juin, mais David est venu nous débarrer la porte afin qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Fait que là, dans le fond, on est dans le bistrot, avec le fameux jeu de mots que tu peux voir en arrière, Cynthia, bistrot. Puis là, ben, il y a comme plein de petits clins d'œil au hockey avec Michel Goulet. Pourquoi de faire ça ici? Ben, dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à la suite de la nomination de la caserne de pompiers, on avait des tableaux d'affichage sur la vie de Michel qui avait été remisés. Puis, j'ai décidé de un peu décorer le bistrot pour faire un point central, un petit peu comme... une cage au sport à l'honneur de Michel. Quand on rentre ici, ce qu'on voulait, c'était qu'il y ait un peu 3-4 thématiques. Donc, du côté droit, dans le fond, c'est plus l'aspect bistrot, bar. Au niveau central, c'est le comptoir, un petit peu sandwicherie, salade, tout ça. Parce qu'à l'arrière, on a la véloroute des Bleuets qui passe juste ici. Donc, ça devient un arrêt incontournable. Et plus du côté gauche, c'est plus du côté restauration. OK. C'est vraiment bien, vraiment. Fait que là, on va faire le tour pour voir tout ça plus en profondeur. Il y a l'entreprise 3F en plus, que vous connaissez peut-être, qui administre le bistrot. Donc, c'est vraiment intéressant, puis c'est une belle place avec la vue sur le lac Saint-Jean. Merci beaucoup d'avoir visité tout ça avec nous, le bistrot, de nous avoir parlé un petit peu plus en profondeur de Péribonka. C'était vraiment intéressant. Bien, grand plaisir. Merci à vous autres. Puis, on invite tout le monde à venir nous voir cet été, puis de profiter de nos installations. On est super sauvages. Donc, derrière moi, il y a la fameuse navette qu'on peut utiliser autant à pied qu'en vélo. C'est vraiment intéressant, elle l'amène à la Pointe-Taillon, puis en plus, ça passe aux heures. C'est certainement un bon service à utiliser. Donc là, on arrive à la crèmerie Perry. J'ai hâte d'aller manger une crémole quand même. Tellement beau, c'est fou, avec les beaux bancs d'église. Tout est le côté historique dans Péribonka. C'est ça qui est cool. Il y a plein d'histoires partout. Fait que là, ben, j'ai la chance de pouvoir goûter au gelato fait ici par la crèmerie Perry. Fait que je vais vous donner mes impressions. Là, j'ai bleuet chocolat noir. Déçu. Vraiment crémeux. C'est malade. Et là, j'ai pâte à biscuits. On a eu la chance de visiter 2 belles entreprises aujourd'hui à Péribonka. C'est certainement vos 2 arrêts de l'été. À bientôt! Bon, reprise du musée. On est de retour sur cette fantastique émission sur l'abandon du projet de loi 97 avec Yannick Baillargeon, préfet de la MRC Domaine du Roi et président d'Alliance Forêt Boréale, et Éric Bernier, vice-président foresterie pour le groupe Rémabec. Merci, messieurs, d'être là. C'est vraiment, vraiment intéressant.
On comprend votre expertise. Maintenant qu'on a parlé un peu du constat, qu'est-ce qu'il y a, les problématiques qu'il y a, on fait quoi? Vous, là, vous êtes quand même des experts du domaine. Ça serait quoi, vous, les solutions qu'on devrait mettre de l'avant, selon vous, pour que ça fonctionne mieux? Puis qu'est-ce que ça changerait? Pour commencer, je pense qu'il faut faire un petit peu l'état des lieux. Ouais. On est où aujourd'hui, après l'abandon du projet de loi 90? OK. Parce que ce qu'on dit, c'est je pense qu'on est plus mal positionné qu'on y était il y a 20 mois quand on a décidé de faire l'étape de réflexion sur l'avenir du projet de loi 97, sur la modernisation du régime forestier, parce que aujourd'hui, on n'a plus cet espoir-là. Il reste 12 mois à peu près à ce gouvernement-là. Je doute fortement qu'ils vont être capables de mettre en place un nouveau régime forestier dans 12 mois. Ça a pris quelques 20 mois là, pour faire ça. Non, puis de toute façon, c'est un gouvernement qu'on dirait que peu importe le côté où ils sont, ils ont le vent d'en face en ce moment, fait que c'est pas super. Mais tu sais, en tout cas, moi, je suis quand même une personne qui est positive, surtout dans la vie, puis je pense que, tu sais, honnêtement, même dans le cadre actuel, juste dans le cadre actuel, comme il est fait présentement, là, on pourrait modifier les choses. OK. Puis il y a déjà des éléments dans la loi qui permettent de mettre en place des projets pilotes. Puis rapidement, on pourrait mettre ces projets-là rapidement en place, mais ça prend une volonté politique. Il faut qu'on sente cette volonté politique-là. Moi, je pense qu'on peut amorcer des choses. Est-ce qu'on les mettra en place dans les 6 prochains mois? Je suis à la même place, je ne pense pas. Mais je pense qu'il faut qu'on démarre le processus. Ça, c'est très important, puis je pense qu'il faut qu'on démarre ce processus-là avant les élections. Puis je pense que le régime actuel, sans changer toute la loi, nous permet cet élément-là. Fait que si le gouvernement désirait, il pourrait dès maintenant, puis ça peut-être partir des projets pilotes. Puis ça, c'est ce que je trouve le plus triste. On n'entend pas de volonté politique présentement. On va donner la chance à M. Simard qui vient de prendre on va dire, ses souliers, puis ça, puis tout. Mais comme je disais, c'est encore tous les mêmes gens qui sont là. Fait qu'on dirait que j'ai l'impression qu'on veut de l'immobilisme, on bouge pas l'eau, on attend les élections, puis après ça, on en fera un enjeu électoral s'il faut. Bien, clairement, ici, mais ça va en être. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est de valeur parce que, je vous dis, le projet, on pourrait faire des projets pilotes à l'intérieur même du cadre, puis on pourrait aller chercher beaucoup plus d'agilité, puis on pourrait impliquer nos premiers peuples, puis on pourrait impliquer aussi tout ce qui est des villégiateurs, des pourvoiries, des EC, les autres utilisateurs. Je suis sûr qu'on pourrait démarrer des choses. Mais ça prend une volonté politique. Et on ne sent pas cette volonté politique. Quand même, tu sais, tu as dû faire une représentation politique du dossier 10 000 fois, mais comment on peut faire changer ça puis l'amener, cette volonté politique? Il ne faut pas oublier une chose. C'est que, puis je veux remettre en perspective le projet de loi 97, la modernisation, parce que c'était pas une loi au complet qu'on refaisait, là, on modernisait la loi qui était actuelle. Puis la mise en place de cette loi-là aurait été dans les alentours de 2028-2029. Donc, ça n'aurait pas tombé en fonction là. OK. Ce que M. Bernier amène, les modifications, auraient été quand même un besoin. Ben oui. Parce que là, on vit avec la vieille loi. Fait que pour la rendre plus efficace, pour rendre notre industrie plus compétitive, nos communautés forestières plus résilientes, puis ramener une vitalité économique, il fallait quand même avoir ces actions-là rapidement. Fait que c'est clair qu'on va travailler sur des axes sur lesquels on peut modifier des choses sans réouvrir la loi pour donner un peu d'oxygène à nos communautés forestières, parce que c'est ce qui manque actuellement. Puis dans la modernisation, ce que nous, au niveau d'Alliance Forêt Boréale et des MRC, ce qu'on voulait, c'est avoir accès à cette gouvernance-là. La gouvernance. Puis on parle souvent à régionaliser les décisions. Le ministère nous dit, ouais, mais on a mis des bureaux. Ouais, vous avez régionalisé des bureaux, pas les décisions. Ben non. Fait que ça, c'est ce qu'on amenait. On disait, est-ce que nous, on peut participer à ces décisions-là avec les premiers peuples dans nos régions? Moi, là, dans ma région, là, l'important là, pour nous actuellement, dans certains secteurs, puis d'avoir cette discussion-là, puis d'être capable de prendre cette décision-là. Oui. C'est ça, la régionalisation. En fait, c'est l'immobilisme un peu qui nuit, là, clairement, en ce moment. clairement. Il vaudrait quasiment mieux une moins bonne décision que pas de décision. Ouais, tout ça, c'est clair. Tout à fait. Puis comme je vous mentionnais tout à l'heure, j'ai dit, par rapport à notre voisin de l'Ontario, on a 15 $ à peu près d'écart. Fait que, tu sais, veut pas, ces gens-là vendent sur les mêmes marchés que nous. Fait que, tu sais, nous autres, il faut qu'il se passe des choses de ce côté-là. Tu sais, on a parlé tout à l'heure avec ces gens-là de l'abandon de la rente. Nous autres, pour avoir un contrat d'approvisionnement, il faut savoir qu'on a comme un frais fixe qu'on n'avait pas auparavant.
C'est des choses qui pourraient s'enlever très, très, très rapidement, qui donneraient de l'oxygène. Le bureau de mise en marché. Le bureau de mise en marché, nous autres, ça a été catastrophique pour nous autres. Normalement, c'était la solution. Normalement, on retirait 25 de l'approvisionnement. Juste avant, ça sert à quoi un bureau de mise en marché? Oui, juste pour être sûr. Oui, juste pour, dans le fond, on retirait 25 de l'approvisionnement pour le mettre sur le marché libre. OK, parfait, excuse-moi. Le principe, il semblait très, très bon au départ. Quand on a mis ça en place, on se disait, on va avoir la vraie valeur des bois, puis ça, puis tout, puis on va partir de ce principe-là pour tarifer de l'autre 75 OK. Mais là, on a eu un effet pervers. Puis, particulièrement ici au Lac-Saint-Jean, particulièrement au niveau des redevances, il y avait une grande compétitivité pour la fibre, parce que les gens, tout le monde voulait avoir sa fibre, puis moi, je le dis souvent, puis je donne toujours l'exemple, mon auto a 4 roues. Ouais. Ben, si vous enlevez une des roues, ben, veut pas, mon auto fonctionnera pas. Ben, c'est un peu la même chose pour une usine. Nous autres, on avait nos 4 roues, on en a enlevé une, puis on prend la roue, puis on dit, ben, dorénavant, on va vous la vendre. Ben, c'est sûr que je vais vouloir la racheter. Puis probablement, je vais vouloir la racheter beaucoup plus cher parce que j'en ai besoin pour faire. Mais là, ce qui est pervers, c'est qu'on va prendre la valeur de cette roue-là, puis on va l'appliquer aux 3 autres roues. Fait que là, ce que normalement, ce bureau-là aurait dû faire, c'est d'être la roue de secours. De dire, ben regarde, j'ai une autre roue supplémentaire qui vient compenser. Quand il y a des feux, quand il y a de la tondeuse des bourgeons d'épinette, il y a des bénéficiaires qui sont fermés, ben, puis il y a de la fibre qui devient disponible. Ben, là, tu le mets en vente, puis tu t'assures, c'est ça, d'utiliser pleinement ta fibre. Il faut que ce bureau-là se transforme, puis devienne la roue de secours, et non nous enlever une roue, puis fragiliser l'industrie. C'est ça qu'on a fait avec le bureau. Puis normalement, ça, c'était là pour les Américains. Puis on se disait, ben, on n'aura pas avec ça, on va avoir la vraie valeur, puis on va se servir de ça face aux Américains. Puis ça n'a pas fonctionné. Fait que tout ce qui était derrière ça, ben, c'est un échec. Fait que c'est pour ça que je dis tantôt, faut peut-être pas abolir, mais recentrer ce bureau-là sur d'autres choses pour permettre justement d'avoir plus la roue de secours que de voler la 4e roue. 2 choses pour baliser un peu ce que Éric vient de dire, là. Puis on dit que c'était vis-à-vis des Américains, là, c'est qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une loi anti-dumping qui est appliquée aux États-Unis sur le marché, pour les marchés canadiens. Puis on dit au gouvernement, c'est parce que vous subventionnez votre industrie forestière étant donné les prix bas que vous donnez pour le coût de la fibre. Fait que c'est pour ça que le bureau de mise en marché des bois avait été mis en place. Mais depuis sa mise en place, on a quand même cette taxe-là qui nous a été mise, puis a été évolutive, elle est venue de plus en plus grosse. Fait que le bureau de mise en marché des bois n'a pas atteint son objectif. Fait que c'est pour ça qu'on dit, ça ne fait pas de sens de le garder tel qu'il est là. Fait que c'est pour ça, puis ça, dans le nouveau projet de loi, il était aboli. Il était aboli, tout simplement. C'était la ministre elle-même qui se donnait le droit de tarifer le bois. Ce que aussi M. Bernier amenait par rapport au coût de la fibre. Parce que le 15 $ qu'on a supplémentaire à l'Ontario s'applique sur le coût de la fibre. Ça, c'est le coût le coût de revient aux industriels d'aller chercher cette fibre-là en forêt. Fait que quand tu as un 15 $, c'est du mètre cube, c'est du mètre cube. C'est un très gros désavantage. Fait que toi, tu es moins compétitif. Là. Fait que tu sais, ce qu'on dit, c'est est-ce qu'il y a une manière autre, justement, pour tarifer ce bois-là? Puis est-ce qu'avec une prévisibilité à plus long terme, on serait capable justement de venir baisser ce coût-là? Parce qu'il y a le coût des infras, puis on parlait de chemin tantôt, là, ça coûte énormément cher. Il déménage un camp forestier, ça coûte 1 million. Fait que, tu sais, à partir de là, si tu le déplaces juste pour 1 an ou 2, par rapport à 10 ans, c'est pas pareil pantoute. Absolument. Là, en ayant, avec ces lots-là qui étaient mis aux enchères, ben, des fois, on avait des gens qui venaient complètement de l'extérieur, qui n'avaient pas de préoccupation par rapport aux infrastructures. Ben, quand moi j'ai fait mon cours, ben, initialement, on faisait ça intelligemment. On prenait le jardin au complet, on regardait nos axes routiers, ben, un peu des autoroutes. On disait, ben, quand on va placer cette autoroute-là, fait que là, ici, on a le chemin des Passes, un chemin de Mistassini. Fait que ces grands axes-là sont placés, puis par la suite, ben, c'est ça, on développe le restant du réseau. Mais là, on peut plus faire cette planification-là à partir du moment où on a enlevé la 4e roue, le 25 %, parce qu'il nous manque de volume, on n'a plus la vision d'ensemble. Fait qu'avant, on investissait, on disait, ben, on va bâtir un camp, on vient d'en bâtir un, à peu près 1,5 million, peut-être on va finir à 2, en tout cas, quand on va terminer. Fait que c'est des infrastructures qui coûtent excessivement cher. Quand on les bâtit, ben, on veut s'assurer qu'ils sont à la bonne place, puis la même chose quand on met du concassé, puis qu'on entretient ces routes-là, ben, un matin, on va avoir la vision complète et globale. Ah oui, ça vous coûte des frais. Il faut qu'il y ait des revenus suivants aussi, c'est ça? Oui, puis là, on parle beaucoup pour l'industrie, mais ça a un effet bénéfique pour toute l'accessibilité à la forêt.
Oui, parce que les chemins sont faits. Les chemins sont faits, sont bien entretenus. On peut développer de la villégiature, on peut développer des activités de chasse, pêche, pourvoirie, zec. Ils se développent alentour de tous ces chemins-là. Ben oui. Fait que, tu sais, quand les gens des grands centres disent « ça n'a pas de bon sens ce que vous faites », mais c'est parce que la plupart d'entre eux viennent profiter de ça en forêt. Ben oui. Ils profitent de ces infrastructures-là, puis on ne veut pas avoir l'industrie qui vient jardiner notre forêt, mais on veut avoir des chemins de qualité. Il n'y a personne qui va payer ça. Les MRC n'ont pas les moyens de payer ça, l'entretien de ça. Vous voyez, là, on a parlé de la L200 du côté de Fjord-Saguenay. Ils n'ont pas les moyens de payer ça. C'est impossible. Oui. Fait qu'il faut que ça soit un tout. Puis il n'y a pas une rente annuelle par citoyen ou par villégiateur qui vont payer qui va être capable de rembourser ça. C'est impossible. Ouais. Fait que, il y a plusieurs choses dans l'industrie forestière, il y a plusieurs choses dans les communautés forestières. Le projet de loi 97 qui a été mis à la poubelle, je pense que c'est un recul pour nous. Moi, j'ai déjà rencontré le nouveau ministre des Forêts à deux ou trois reprises. Je m'attends de le rencontrer d'ici un mois encore. On a des propositions à faire justement pour avoir un peu activer un peu le processus avant les élections, parce que là, on a l'impression qu'ils laissent tout tomber pour les élections. Puis... Je pense que c'est pas juste une impression. Dans les 3 derniers discours d'ouverture de la Chambre du premier ministre, le mot forêt n'a pas été prononcé une fois. Ben non, c'est pour ça que je disais une fois. On peut mettre des choses rapidement en place, mais ça prend une volonté politique. Puis nous, comme dit, nous, on est des investisseurs, on est prêts à se transformer. Je vais amener avec moi, là, je peux vous montrer rapidement là, des choses. Là. Ça, c'est le copeau qu'on a comme d'habitude. Il faut savoir que quand on fait de la transformation puis de la foresterie, ben, on fait du sciage. Mais le sciage, ça ne compte uniquement pour 45 Fait que 55 ce sont des sous-produits comme ça. Ça va être soit de la sciure ou des copeaux. Fait qu'on doit adresser ça. Là, ici, on a la chance, on a des papetières qui sont en mesure de... puis des cartonneries, puis des usines de pâtes qui sont capables de prendre ces copeaux-là. Mais quand on est arrivé sur la Côte-Nord, nous, la fermeture de l'usine du côté de Bécomo nous a amené à adresser cette problématique-là. Fait que là, on s'est tourné vers de nouveaux produits. Maintenant, on est dans l'énergie. Fait que ça, maintenant, on appelle ça du biocarburant. Fait que maintenant, si je l'ouvrirais, là, ça sentirait beaucoup la forêt, comme on dit. Peut-être, ils s'en servent même là, dans les côtes barbecue pour donner l'odeur. Le senteur de fumée. Le senteur de fumée, c'est ça. Fait que maintenant, c'est ça. On produit ça. On produit ces éléments-là du côté de la Côte-Nord, puis tantôt, on peut répliquer ces usines-là, justement, pour s'assurer que ce qui reste sur les parterres de coupe, ben, je veux dire, le même matin, on optimise la fibre. Fait que là, on a ce biofuel-là. Là, c'est du brut. Fait que ça, c'est une espèce de bunker. Mais là, ce qu'on regarde, c'est mettre une raffinerie pour le raffiner. Puis ils appellent ça du Sustainable Aviation Fuel pour en mettre au niveau des avions. Puis on sait que l'aviation, ben, les gens voyagent de plus en plus. Fait que souvent, quand tu achètes ton billet d'avion, ben, ils disent, on peut-tu planter un arbre au Togo ou je sais pas. Ben, maintenant, c'est ça. Les moteurs d'avion pourraient prendre ce genre de biocarburant-là. Puis en même temps, ben, ça serait plus environnemental. Fait que, tu sais, l'industrie est prête à embarquer dans il faut qu'il y ait une volonté politique. Mais ça prend une volonté politique de soutenir cette transformation-là. Ce qui est intéressant avec ces produits-là, c'est qu'on n'a pas besoin de couper plus. Non, c'est que tu fais actuellement, là, puis ça, c'était aussi dans la modernisation du régime forestier, on voulait que le gouvernement mette en place une stratégie biomasse. Stratégie biomasse et avec les bois sans preneur, puis il y a du bois de Chablis, ces choses-là. Il y a beaucoup de choses actuellement là, qui restent sur les parterres de coupe. Éric a mentionné les parterres de coupe. Souvent, là, tu as des parterres de coupe là, qui vont être inondés de biomasse qui ne seront pas récoltées parce que, de un, ça coûte plus cher à récolter, ça c'est clair, mais on n'a pas de stratégie. Puis le bois sans preneur, le bois non désiré, ça, c'est tous des bois que personne ne prend. Mais qui restent là puis qui pourrit là. Fait qu'on pourrait faire des projets. Ben oui, on peut. C'est disponible. Puis là, on pourrait faire ce genre de produit-là. Ça serait très... J'ai un autre produit qu'on a rajouté. Une autre, ça, c'est bioénergie. Mais là, on a Carbonity. Carbonity, maintenant, c'est ça fait du biochar. Fait que ça, c'est pour l'amendement des sols. Fait que ça, ils mettent ça dans les sols, puis les petites bactéries rentrent à l'intérieur, puis
ça a l'air que c'est ça, ça l'aide au niveau des propriétés en agronomie. Fait que c'est tous des nouveaux produits, c'est ça qui sont après se développer, qui sont après se mettre en place. Pour développer, ça prend aussi de l'argent en recherche et développement, parce qu'il faut les trouver, c'est pas oui, puis on a des gens de Résolu aussi qui ont fait avec la poudre de ciment, surtout dans les trottoirs. C'est toutes des innovations, c'est ça l'industrie est prête. Mais le jeu de base, est-ce qu'on l'a au départ, le jeu de base? Est-ce que l'environnement des investisseurs est là, puis qu'on se rassure, puis que si les investisseurs vont embarquer, il faut que l'environnement soit pas... Le biochar, comme Éric parle, là, nous, on a une vitrine technologique du côté de Mastaillage qu'on a fait en collaboration avec eux autres, là, puis on a fait de la recherche beaucoup là-dessus. Puis l'avantage que ça a, là, puis surtout dans le contexte climatique qu'on a, c'est que le biochar, en amendement de sol, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il prend l'eau et les nutriments, il les garde pour lui et il les diffuse tranquillement. Donc, quand tu as des périodes de sécheresse, il continue quand même de diffuser son eau et ses nutriments. Fait que tu as une augmentation de la productivité avec un produit qui est environnemental. Fait que, puis les sécheresses, on va en avoir de plus en plus. C'est ça. Ça a un effet bénéfique. Là. Fait que c'est d'excellents produits, justement, pour décarboner le Québec, supporter notre communauté forestière. Ça a tous les avantages. Il faut vraiment que le gouvernement s'implique. Il nous reste moins de 10 minutes. On va être en élection provinciale l'an prochain. Il y aura des candidats dans la région. Vous vous attendez à quoi? Quel discours vous attendez là, pour avoir l'impression qu'il y aura un réel changement et une réelle volonté politique? Pensez-vous que ça se peut ou on va être encore pris un peu dans le même pattern? Moi, comme je vous dis, s'il n'y a pas de projet pilote qui se met en place rapidement avant les élections, le message va être très clair. Ça va être un signal très, très, très clair pour notre industrie de dire, regardez, le gouvernement actuel, présentement, n'est pas prêt parce que je vous dis, à l'intérieur même des paramètres du régime actuel, on peut faire des choses, puis on peut mettre des choses rapidement en place. Mais ça prend d'écoute. On a interpellé là, de nombreuses reprises. On a organisé des manifestations. On a fait des convois. On s'est rendu jusqu'à Alma. On a fait un paquet de choses, pour mobiliser les gens à Latuc aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont été interpellés. On a interpellé beaucoup de députés. Mais on n'a pas de retour. En fait, est-ce qu'on en a des députés en ce moment? Je vais avoir un rôle à jouer, puis le domaine politique municipal va avoir un rôle à jouer. Les MRC, Alliance Forêt Boréale, bien évidemment. Je pense qu'on va avoir ce rôle-là d'aller rencontrer ces candidats-là, puis de s'assurer qu'ils comprennent cette dynamique-là, parce que souvent, des fois, les gens ne comprennent pas la dynamique. Puis voir un peu sur quoi eux peuvent avoir de l'impact pour justement le mettre en avant dans le programme électoral. Ça va être la première chose qu'on va avoir à faire. Actuellement, je vous dirais qu'on a d'excellentes communications avec eux, mais on ne se le cachera pas. Quand tu es simple député, là, de te faire entendre, c'est difficile. Oui, là-bas, on est convaincu que nos députés travaillent fort pour la région. Ça, je n'en doute pas une seule seconde. Mais quel est le pouvoir réel qu'ils ont de convaincre le reste? Oui, puis on le sait, là, le gouvernement caquiste est très centralisé autour du bureau puis le plus bel exemple, puis Yannick en a parlé tout à l'heure, c'est Mme Blanchette-Vézina qui est passée à la trappe. Tu sais, veut pas, nous autres, les représentations étaient faites. Tous les groupes ont travaillé avec elle. Les gens, c'est ça. Puis elle était devenue mature. Mais là, le signal qu'on s'est fait envoyer, c'était terminé. Puis garde, alors qu'on aurait pu poursuivre pour se rendre jusqu'à 2026 puis mettre en place. J'ai un peu un sentiment d'abandon pour le gouvernement en place. Pas un peu. Pas mal. Non, sincèrement, pas mal. Puis j'ai eu beaucoup de discussions avec Mme Blanchette-Vézina avant puis après aussi. Là. Puis, sincèrement, tu te dis, comment on a pu échapper ça à ce point-là? Tu sais, parce que le gouvernement nous a toujours dit, on est un gouvernement des régions, ça fait 2 mandats qu'ils nous disent ça. J'y crois plus, ça fait longtemps. Ça fait 2 mandats qu'ils nous disent ça. Là. C'est pratique de se faire élire. Non, c'est ça. On est un gouvernement des régions, mais vous n'avez rien fait pour nous. On a centralisé l'argent. Les projets d'électrification, on a envoyé ça dans Norvolt, le Lyon électrique, les investissements qu'ils ont faits. On donne un exemple bien simple. Moi, là, je suis en train d'essayer d'avoir une boucherie du côté de Saint-Prime. Puis on a besoin de 4 ou 5 millions du gouvernement, je ne suis même pas capable de l'avoir. Ils viennent de flouer 1,5 milliard dans sa clique, à peu près 1 milliard dans l'électrification. Je ne suis pas capable d'avoir 5 millions pour mon système alimentaire, pour la production en région, l'abattage en région. Tu te dis, ça ne fait pas de sens. J'envoie les bêtes se faire abattre du côté de Québec, puis bien plus loin que ça. Puis là, j'ai un beau projet avec les installations toutes, ça me prend 5 millions. Tu me dis non, mais là,
Non, puis Il est où le 5 gouvernement c'est pas- des régions? Ben oui, c'est pas tant d'argent. Écoutez, nous, à Saint-Gédéon, on a une épicerie qui a fermé, on a fait des représentations, ils nous ont dit, on a un nouveau programme qui arrive bientôt. Ouais. On l'attend, ça fait 3 ans. Non, mais tu sais, 470 millions qui avaient été annoncés, Ouais. c'est 50 millions qu'ils ont donné sur 5 ans. Mais c'est Ouais, pour ça non, que je dis, c'est moi, ça. je ne comprends pas, avec l'or vert qu'on a, comme je dis, une ressource comme on a là, l'importance que ça a pour nos régions, puis ça peut-être qu'il n'y ait pas plus d'écoute. Ça, moi, ouais, ça va nous prendre un gouvernement de la forêt. Là. Dans le monde, là, les pratiques forestières au Québec, là, sont probablement les meilleures. On est vu comme les meilleurs. vert au monde. phosphorescent. Oui, Vert oui. phosphorescent, Non, c'est on est clair. les meilleurs Ouais, au c'est niveau clair. de nos Oui, pratiques on a encore forestières. des choses à faire, puis l'industrie peut est toujours en s'améliorer, mais c'est ça. on est vu comme les meilleurs. Ouais. Ah ben, bravo. On vous souhaite quoi pour la prochaine année? Je vous dirais que plus d'écoute du gouvernement, ça c'est clair. Je pense qu'il faut qu'il démontre une volonté de mettre des actions rapidement. Puis on parle, oui, du domaine forestier, mais dans à peu près tous les domaines. Là, on ne se le cachera La pas. région, là. là, tu sais, Dans les remettre régions, un peu d'énergie dans les régions. Régions ressources, tu sais, on a des beaux projets qui s'en viennent. Je pense qu'on a besoin que le gouvernement soit à l'écoute puis qu'il soit réactif, ce qui n'est pas le cas actuellement. Fait que c'est clair, puis nous, on va être là pour lui rappeler. Là. Ça, c'est clair. Parfait. Oui, tout à fait. Je pense tout à fait. Puis la concertation. Comme je dis, régionalisation, concertation, c'est des mots que nous, on est prêts, puis on est prêt à prendre ce virage-là. Mais ça prend du leadership politique, puis je pense que c'est ce qu'on attend pour la prochaine année. Ben, merci beaucoup, messieurs. C'était très clair, très bien vulgarisé, C'était un très plaisir. agréable. Je vous reprends n'importe quand, c'était facile. Donc, j'avais Yannick Baillargeon, préfet de la MRC Domaine du Roi et président d'Alliance Forêt Boréale. Merci beaucoup. Et Éric Bernier, vice-président foresterie au groupe Rémabec. On souhaite le meilleur à notre industrie forestière et à nos communautés. Merci aussi à vous d'avoir été là. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs de Turcotte. Là-dessus, passez une belle semaine. Bye. Thank you.